Alors, bonjour à tous. Voilà, on va clôturer cette session de la matinée pour rentrer dans une section qui va être beaucoup plus sur la gestion du risque autour de l'alcool. Alors, pour débuter, donc il n'y a que deux oratrices. Louise Lartigot, tu vas nous parler des politiques publiques un petit peu et de toute l'analyse que tu as fait de cette littérature là-dessus. Merci. Merci à toi. Pour les diapos, je ne sais pas si... Très bien. Oui, donc un point maintenant sur les politiques publiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme recommandation à partir de l'analyse de ce qui se passe en termes d'action publique? Alors, peut-être un premier point, même s'il a déjà été mentionné durant la matinée et dans la session précédente, le fait que les politiques publiques aujourd'hui en France ne sont pas le reflet de la dangerosité du produit alcool, puisque après cette première session, cette dangerosité est mieux établie, j'espère. On a vu notamment avec l'intervention de Christian Ben Lagdar tout à l'heure que le clivage entre des enjeux de santé publique et des enjeux économiques est un des obstacles finalement pour essayer de rapprocher les politiques publiques de la dangerosité des effets de la consommation. Alors, du coup, si on regarde la littérature et qu'on essaye de rapprocher enjeux de santé publique et enjeux économiques, l'approche en termes de réduction des risques et des dommages qui peuvent être associés aux consommations d'alcool, ça fait apparaître une politique publique ou des politiques publiques, mais en tout cas quelque chose qui est un ensemble avec un certain nombre de mesures et j'attire vraiment votre attention sur le fait que c'est pas c'est pas un catalogue dans lequel on pourrait piocher, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir comme un plan global. Alors il y a d'abord tout ce qui concerne les mesures dont la littérature montre qu'elles sont les plus coûts efficaces. Donc les politiques de lutte, les politiques qui vont chercher à contrôler à la fois l'offre et la demande d'alcool. On en reparlera dans la première session cet après-midi. Tout ce qui concerne les interdictions sur la publicité, on va en reparler dans un instant. Mais aussi tout ce qui a trait à la consommation d'alcool et la conduite et le fait de limiter l'alcool au volant au maximum. Et les mesures qui vont être à destination des mineurs. Donc on en a déjà un petit peu parlé ce matin, mais il y a un gros focus dans la littérature sur ce qu'on fait pour les plus jeunes. Il y a ensuite ce qui concerne l'adoption des repères. Pareil, on en a parlé ce matin, mais on voit qu'il y a une diversité des pratiques selon les pays aujourd'hui dans le monde. En revanche, là où il y a un consensus dans la littérature, c'est le fait que plus les raisons qui motivent l'adoption de ces repères sont communiquées, sont explicitées, et plus elles vont avoir un impact important. Donc autrement dit, ici, c'est juste une injonction à ne pas consommer plus de 2 verres par jour. Ce n'est pas suffisant pour que on observe un impact significatif sur la santé des consommateurs. Et donc en particulier, beaucoup de travaux qui insistent sur la nécessité de mieux communiquer le lien entre consommation d'alcool et cancer. Alors, il y a ensuite un certain nombre de recommandations qui sont consensuelles pour développer donc ce plan global. Donc, je le disais, il faut combiner de manière cohérente les mesures coefficaces que je viens de rappeler, augmenter de manière significative les moyens de la recherche, de l'enseignement et de la prévention en la matière. En France, c'était déjà dans les recommandations de la Cour des comptes il y a quelques années. La nécessité de mettre fin au volontariat en termes d'autorégulation et d'avoir une régulation qui soit contraignante. Donc ça veut dire aussi revenir sur un certain nombre d'adoptions de recommandations de la Commission européenne.
Former tous les professionnels qui sont concernés et qui sont en première ligne, et notamment au repérage précoce et à l'intervention brève. On y reviendra cet après-midi. Là où la littérature est moins consensuelle et où il y a des débats qui sont ouverts, c'est finalement le type d'approche le plus pertinent à adopter, c'est-à-dire est-ce que on fait quelque chose qui est vraiment restreint, qui est que sur l'alcool, ou est-ce que on doit l'insérer dans un plan plus général sur les addictions. Est-ce que il faut faire des approches très individualisées ou plus collectives. Pareil, il y a des débats aujourd'hui en cours sur l'intérêt de s'inspirer de ce qui peut se passer pour d'autres substances que l'alcool, et notamment sur le tabac. Donc voilà, il y a des travaux qui s'interrogent sur la pertinence du concept d'alcoolisme passif, de la même manière qu'on a développé le tabagisme passif. Est-ce qu'il faut faire une convention internationale? Mais encore une fois, ça, ce sont des questionnements qui sont beaucoup moins consensuels dans la littérature. Alors il y a un autre aspect qui me semble très important et qui est assez présent dans les travaux scientifiques, c'est tout ce qui a trait au contexte qui va permettre de construire ces politiques publiques, donc finalement ce grand plan de réduction des risques liés aux consommations d'alcool. Donc la nécessité qu'on ouvre un débat social et politique très largement, qui évidemment est nécessaire si on veut aussi avoir un impact sur les aspects cognitifs et culturels. Un point évidemment important, mais je pense en reparler dans un instant, c'est la nécessaire volonté politique, et notamment face à un lobby alcoolier en face des acteurs politiques qui est puissant. Donc il faut vraiment que du côté des pouvoirs publics, il y ait une volonté très ferme d'avoir des messages qui soient très cohérents, et des politiques publiques qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Ensuite, la nécessité de pérenniser les mesures, c'est-à-dire voilà, à un moment donné laisser du temps au déploiement de cette action publique, et surtout pas mal de choses sur la mise en œuvre, c'est-à-dire des lois qui resteraient à l'état papier sans qu'on se donne les moyens d'une mise en œuvre pleine et efficace. Donc là, je pense par exemple aux ventes d'alcool aux mineurs. Il faut que les professionnels de la vente soient bien outillés, bien formés, bien équipés pour que ce soit effectif. Enfin, donc construire cette approche globale en mettant le système de soins et les professionnels au sein de la réflexion et de la mise en œuvre. Donc, on a vu tout à l'heure, actuellement, les politiques publiques qui existent en France ne sont pas à la hauteur du coût social, et c'est une urgence de santé publique de construire un cadre politique qui permette d'affirmer des messages cohérents et de déployer les politiques publiques nécessaires en face de cela. Le respect, donc l'effectivité finalement des mesures adoptées doit aussi être retravaillée, et il faut à la fois au niveau national et au niveau international, donc les deux, sur les deux échelles, une feuille de route pour renforcer les programmes de lutte contre la consommation d'alcool, et qu'elle soit appliquée, encore une fois, de manière globale, avec des moyens qui soient mis en face. Alors, je crois que le groupe a été jusqu'à faire des recommandations dans ce domaine. Est-ce que tu peux nous les détailler ?
Oui, alors bon, je l'ai déjà dit, mais vraiment je le répète parce que ça me semble très important. Encore une fois, c'est pas un catalogue dans lequel on irait expérimenter une ou deux mesures, mais l'idée c'est vraiment voilà, d'avoir un plan qui combine l'ensemble des mesures les plus coûts efficaces que j'ai rappelées il y a un instant. L'augmentation des moyens de la recherche, de l'enseignement et de la prévention, donc qui sont évidemment très importantes, enfin qui sont aujourd'hui trop peu importantes, mais c'est une recommandation qui a toute son importance. La régulation. Encore une fois, il faut de la régulation contraignante. L'autorégulation qui repose sur le volontariat n'est pas à la hauteur de l'enjeu du tout. Et puis la formation de tous les professionnels concernés au RPIB. Merci beaucoup, Louise. Merci à vous. Alors, on va continuer et clôturer cette matinée par une intervention de Karine Galopel-Morvan, qui est en fait une double intervention. À la fois sur le lobbying et sur le marketing. Donc Karine, tu as un petit quart d'heure pour nous développer ce sujet et puis on prendra, comme dans la session précédente, des questions des internautes. À toi Karine. Merci. Donc pour illustrer ces deux thématiques sur lesquelles je me suis plongée pendant quelques mois dans le cadre de cette expertise, donc je vais illustrer aussi avec des pratiques qui ont pu être repérées en France en lien avec la littérature que j'ai pu résumer dans ce travail. Alors peut-être juste quand même pour clarifier les choses et donner des éléments de définition à la fois du marketing et du lobbying dont je parlerai tout à l'heure. Le marketing, on voit souvent la publicité derrière ce marketing. En réalité, c'est un outil plus vaste qui intègre des éléments autour de la conception et de la réflexion du produit. Une réflexion également sur le prix, donc sur la publicité et sur l'accès au produit. Donc comme toutes les entreprises, les entreprises de l'alcool, les producteurs d'alcool vont mobiliser ces 4 P du marketing, on les appelle les 4 P, pour inciter une cible large à consommer de l'alcool. Alors je voulais vous montrer quelques exemples de ces 4 P, si tu peux, voilà. Donc en termes, alors évidemment, les produits, ils sont réfléchis, donc ces 4 P, ils sont réfléchis en lien avec les cibles que l'industrie de l'alcool veut toucher. Je parlerai tout à l'heure des femmes et des jeunes, mais là, ces produits-là que je vous montre, qui sont en vente en France, par exemple, sont des produits qui vont cibler différents profils, des produits aromatisés pour toucher les jeunes, des produits à forte consommation d'alcool dans un contexte de fête ou de binge drinking, ça peut être des produits intéressants également pour toucher les jeunes. Alors, tu peux mettre tous les diapos. On a aussi de la publicité qui est très très large et très vaste et qui est plus vraiment à la hauteur de ce que la loi E20 prévoyait auparavant. Vas-y. L'accès aux produits, et on peut trouver aujourd'hui de l'alcool en vente dans différents magasins qui ont des accès, enfin des horaires d'ouverture très larges, et donc dans les supermarchés, normalement il y a une loi d'interdiction de vente aux mineurs, mais qui malheureusement n'est pas beaucoup respectée en France. Et puis donc sur l'autre visuel, c'est toute la dimension prix. On a Christian a parlé tout à l'heure de la faible taxation de certains produits alcooliques. Au-delà de cette faible taxation qui permet d'avoir un accès aisé à ces produits pour une cible de jeunes qui n'a pas beaucoup de moyens. On a des promotions massives. Donc là, c'est une photo que j'ai prise, par exemple, il y a quelques semaines, au moment de l'ouverture un peu du confinement à 21h. Donc vraiment, là, il y avait une incitation très forte à acheter de l'alcool. Et vas-y, Laurent. Et également, une autre manière de faciliter l'accès de ces produits pour les jeunes, c'est de vendre à l'unité. On peut trouver 50 centilitres de bière vendue à l'unité pour 50 centimes d'euros, ou encore de la vodka, 25 centilitres de vodka pour moins de 5 euros. Donc ces produits-là, disponibles à l'unité, sont très faciles à acheter par les plus jeunes. Bon, je vous montre, alors c'est en lien avec le fait de toucher différentes cibles et d'être toujours très innovant et d'attirer des populations vers la consommation d'alcool. Je vous montre juste quelques exemples d'innovation que l'industrie de l'alcool propose. Alors c'est soit sur des marchés internationaux ou français, donc avec un axe très décalé, très subversif. Des bières orientation santé, c'est aussi une nouvelle tendance. Il y a les hard seltzer par exemple, de l'eau pétillante
énergisante alcoolisée qui est un gros succès en France, est arrivé récemment. De la bière censée réduire la graisse abdominale. On parlait tout à l'heure avec Maria des populations LGBT, donc on a aussi un positionnement marketing qui peut être réalisé à travers le packaging, par exemple, sur ces populations. Et puis, puisque c'est la grande mode du CBD, donc il y a aussi des exemples de produits aromatisés au CBD, alcool, bien sûr. Voilà, donc un petit focus sur deux cibles que j'ai pas mal repérées dans la littérature comme étant très prisées par les alcooliers. La première cible sont les jeunes, parce que évidemment ce sont les consommateurs à toucher pour qu'ils consomment de manière régulière pendant leur vie adulte. Et puis également les femmes, parce que comme cela a été dit tout à l'heure, les femmes consomment, en tout cas aujourd'hui et pour le moment, elles consomment un peu moins que les hommes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces verbatims, mais en fait on a pu regarder dans la littérature et trouver également des témoignages assez intéressants d'industriels de l'alcool qui expliquent les stratégies qu'ils mettent en place pour toucher ces cibles, d'ailleurs de manière très, très décontractée, pour dire que voilà, il faut vraiment que les jeunes se soient sensibilisés au vin pour faire la transition entre les jeunes qui ne sont pas tellement habitués aux boissons, au goût de l'alcool et l'alcool. Il faut proposer des produits aromatisés, des produits qui vont être travaillés sur le plan du goût, avec du sucre, etc. Et puis également, donc clairement, les femmes, pour certaines marques, c'est une cible prioritaire, importante pour développer des parts de marché. Donc des produits spécifiques vont être conçus avec de l'arôme, des goûts aromatisés, des associations entre le produit et la mode, avec par exemple un emballage qui ressemble à un étui à rouge à lèvres, des noms de marques qui s'apparentent à des produits de maquillage type gloss, etc. Non, tu peux tout mettre. Alors, c'est intéressant de se poser la question du volume. Alors là, c'est une seule partie du marketing, de ce dont je vous parle, mais dans le cadre d'une pige réalisée par Santé publique France en 2018, il est apparu que les budgets publicitaires des alcooliers en France étaient quand même significatifs, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est en 2016 à environ 455 millions d'euros et en 2018 environ 210 millions d'euros. Alors pourquoi cette baisse? Parce qu'en fait, dans cet observatoire n'était pas intégrée toute la publicité qui est déployée sur les réseaux sociaux, et il y a une grande partie de la publicité sur Internet qui n'est pas intégrée. Donc, ce qui explique certainement les baisses, puisque quels que soient les industriels, depuis quelque temps, il y a un report vraiment des budgets publicitaires des médias plus classiques vers les réseaux sociaux et Internet, où la population est de plus en plus fréquente. Alors, on estime, ça c'est une étude américaine que j'ai pu trouver, on estime que ce budget publicitaire, qui ne correspond pas vraiment à l'ensemble du marketing, comme on l'a vu tout à l'heure, représenterait environ 25% du budget marketing des industriels de l'alcool. Donc je vous laisse faire le calcul, on arrive sur des sommes relativement intéressantes. Vas-y, je te laisse déployer. Alors, Louise en a un petit peu parlé tout de suite. Il existe énormément de travaux qui montrent que la régulation du marketing, et en particulier de la publicité, parce que les travaux se focalisent quand même plus globalement sur la publicité, c'est une mesure efficace et importante pour protéger entre autres les jeunes. Les études ont été plutôt menées sur les jeunes. Vas-y. Et c'est la raison pour laquelle, au départ, même s'il n'y avait pas autant d'études scientifiques à l'époque, la loi E20 a été mise en place. Comme l'a précisé le PDG de l'INSERM ce matin, malheureusement, dans sa version actuelle, elle fait l'objet de nombreux contournements de la part des industriels de l'alcool. Et puis, il y a eu également, dans le cadre du lobbying mis en place pour affaiblir cette loi, de nombreuses faiblesses, notamment l'introduction d'Internet en 2009, le fait de pouvoir voir apparaître des personnes, des humains sur les publicités en 2005, ou encore la réintroduction de l'affichage en 1994, alors que c'est vraiment l'affichage dans la rue va toucher vraiment énormément de public, dont les plus jeunes. Donc malheureusement, il y a des études qui ont été réalisées en France sur ce sujet. La loi E20 aujourd'hui, qui régule la publicité des marques d'alcool, ne protège pas assez les mineurs, et les mineurs français restent très très exposés à la publicité pour les marques d'alcool, malgré une régulation, c'est mieux que rien, mais la loi E20 serait probablement beaucoup plus efficace si elle avait la version initiale qui était proposée en 1991.
Alors, je vais rentrer un peu dans l'effet, et un peu plus dur, de l'effet du marketing et de la publicité pour les marques d'alcool sur les incitations à consommer des individus. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des études qui ont été réalisées sur ce sujet, il y en a beaucoup, hein, ça fait à peu près une vingtaine d'années que les chercheurs essentiellement anglo-saxons, se pose cette question du lien entre la consommation d'alcool et puis l'exposition à la publicité, au marketing. Ces études ont été plutôt menées sur des jeunes, en particulier les mineurs. Donc il s'avère qu'il y a un lien positif et significatif qui a été mis en évidence entre l'exposition au marketing et à la publicité pour des produits alcooliques, puis l'attitude par rapport à la consommation d'alcool. En résumé, c'est un peu ce que disait tout à l'heure, enfin j'insiste là-dessus parce que Louise parlait de la cohérence des actions, des mesures politiques. C'est clair que si on a une publicité massive, là on n'est pas cohérent si par ailleurs on a un discours de prévention des risques comme ce qui était préconisé ce matin par les autres experts. Donc la publicité influence vraiment la perception de la consommation d'alcool et l'attitude par rapport à l'alcool. Ça banalise aussi l'alcool, donc ça va à l'encontre de l'efficacité des autres mesures de prévention. Ça influence les normes, ça a un impact également sur la norme perçue par rapport à la consommation d'alcool et par rapport aux marques et aux produits alcooliques. Et ça a également, pour terminer, un impact sur la consommation d'alcool des plus jeunes. Alors, il y a une littérature un peu plus récente, évidemment, qui s'est développée sur l'effet de ce marketing et de ces publicités sur les réseaux sociaux et Internet, donc médias très investis par les industries de l'alcool et par les autres industriels, en particulier pour toucher les plus jeunes quand il s'agit des réseaux sociaux. Donc de la même façon que pour l'effet du marketing et de la publicité dans les médias classiques, on trouve dans la recherche récente qu'il y a un lien positif et significatif entre l'exposition à des contenus pro-alcool sur Internet, puis l'envie de consommer, la consommation déclarée actuelle ou passée, la banalisation des alcoolisations excessives et les problèmes rencontrés par les jeunes avec l'alcool. C'est bon. Vas-y. Il suit pas, Laurent, là. Alors, je voulais faire juste un petit arrêt rapide sur cette histoire des réseaux sociaux, parce que c'est un support, un média très particulier et qui est vraiment très efficace de par sa spécificité. Donc sur les réseaux sociaux, en fait, les messages que l'on peut trouver pro-alcool, on va dire, il y a des messages très officiels qui émanent de l'industrie de l'alcool, donc ils ont une forme relativement sobre, si je puis dire, avec les sites internet ou les messages très institutionnels diffusés par les marques. Donc ces messages vont être envoyés aux internautes sur internet avec des possibilités d'interaction, partager, faire des commentaires, liker, etc. Et puis, vas-y, mets toute la diapo. Et puis, il y a aussi une autre forme de message pro-alcool présent sur les réseaux sociaux, et c'est la difficulté, du coup, de cerner l'impact de ce support et de le contrôler. C'est qu'il peut y avoir des partenariats avec les industriels de l'alcool qui ont bien compris que c'était évidemment une forme de message très efficace. Donc, avec des influenceurs que l'on va payer pour qu'ils exposent ou mettent en scène la marque d'alcool dans leur vie, dans leurs stories ou autres. La grande distribution aussi, les vendeurs, il y a des partenariats entre la grande distribution et ces marques d'alcool sur les sites internet, sur les catalogues promotionnels, etc., les bars ou autres qui vendent ces marques d'alcool. Donc ces partenariats vont évidemment se concrétiser vers une diffusion de ces messages vers les internautes, avec également, et de cette façon-là, de la même façon que tout à l'heure, les interactions. Donc cette idée d'interaction, c'est vraiment important parce que ça crée de l'engagement par rapport aux internautes. Et la littérature en marketing classique montre clairement que l'engagement crée une fidélité, une satisfaction et une envie de consommer les marques. Et puis l'autre spécificité des messages sur les réseaux sociaux, c'est qu'il peut y avoir aussi les internautes lambda, pas forcément en lien et financés par l'industrie de l'alcool ou par les relais, peuvent eux aussi faire de la promotion de l'alcool sur les réseaux sociaux vers d'autres internautes. Et là, la littérature a identifié que ce genre de messages sont particulièrement crédibles et ont une influence très forte sur les pairs parce qu'ils émanent de pairs qui ressemblent et qui sont perçus comme donc plus crédibles et plus intéressants que les messages qui émanent directement de l'industrie de l'alcool.
Voilà, quelques exemples de messages pro-alcool qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, des exemples d'influenceurs, des exemples d'événements organisés par exemple par Chivas ou d'autres marques type Cubanisto pour faire la promotion d'événements qui sont à la fois mis en place en réel, mais également diffusés et rediffusés sur Internet, des stories que l'on peut trouver sur différents réseaux sociaux, et puis également donc sur l'exemple central, des internautes qui a priori n'ont pas de lien, en tout cas déclaré avec l'industrie de l'alcool, qui vont faire la promotion eux-mêmes de la consommation excessive ou de la consommation d'alcool. Alors, concernant le lobby, donc ce qui est la deuxième partie de l'analyse dont j'étais en charge, de la même façon que le marketing, je voulais définir le lobbying. Donc, c'est la mise en place de stratégies dont l'objectif va être d'empêcher, d'atténuer, de retarder ou de retirer des mesures adoptées ou envisagées par des gouvernements et des organismes internationaux. Mesures donc qui vont aller à l'encontre des ventes et des profits des producteurs d'alcool. Alors, il y a une littérature qui s'est mise en place, enfin qui s'est développée sur cette thématique, qui est un peu plus récente que la littérature sur le marketing. Donc depuis 2000 environ, essentiellement anglo-saxonne, encore une fois, qui analysait les documents parlementaires, qui a fait des interviews auprès d'élus de politique. Vas-y, Laurent. Et qui en fait montre que ces stratégies de lobbying, elles se sont développées et elles se sont professionnalisées en raison de différents facteurs. Le premier facteur, c'est l'émergence de concentration de grands groupes industriels internationaux. Finalement, il y a là quelques exemples de grands groupes internationaux, Diageo, Pernod Ricard ou Castel, qui est un des plus gros producteurs de vin français au monde. Donc, ces industriels gagnent en puissance, rachètent de nombreuses marques, génèrent des profits conséquents et de ce fait peuvent s'associer peuvent développer des services ou engager les meilleurs lobbyistes pour pouvoir développer des stratégies sophistiquées pour empêcher les lois qui vont freiner leur chiffre d'affaires et leurs profits. Voilà, donc un exemple les 10 plus larges producteurs d'alcool avec toutes les marques qui ont été rachetées par ces industriels. Donc il y a vraiment une puissance extrêmement forte de ces groupes, donc de ces 10 principaux groupes ici, pour pouvoir faire du lobby et influencer les gouvernements. Alors, dans le domaine de un des deuxièmes facteurs quand même qui explique le fait que le lobbying de la filière alcool s'est vraiment développé et professionnalisé, c'est que depuis les années 2000, un petit peu avant, il y a des acteurs type l'OMS qui commencent à parler en fait des mesures les plus coût efficaces, comme Louise l'a précisé tout à l'heure, à savoir le prix minimum évoqué ce matin avec Christian, ou encore la régulation de la publicité, du marketing, les avertissements, etc. Et là aussi, on a vu apparaître le développement de lobbies de plus en plus sophistiqués et de plus en plus réfléchis pour contrer ces mesures populationnelles et mesures globales que l'industrie de l'alcool n'apprécie pas du tout. Alors, dans la littérature sur le lobbying, il y a plusieurs thématiques qui sont évoquées. Je ne vais pas du tout reprendre toutes, parce que ce serait beaucoup trop long, mais c'est important aussi de comprendre la façon dont les acteurs travaillent entre eux. Donc, il y a évidemment les producteurs d'alcool qui vont faire du lobbying, mais il va y avoir également des groupes de façade qui vont être créés sous la forme d'associations professionnelles, donc des syndicats, bien sûr, mais aussi ce qu'on appelle des organismes de relations publiques à caractère social qui vont être financés par l'industrie de l'alcool, pas forcément de manière très visible. Donc dans la littérature anglo-saxonne, les appelle les SAPRO. Donc ça peut être en France, on retrouve ces sociétés comme Prévention Modération ou encore Vin et Société. Il y a également les distributeurs d'alcool qui peuvent collaborer avec l'industrie de l'alcool, parce que eux aussi d'ailleurs sont producteurs d'alcool dans un certain nombre de cas, et puis vendent de l'alcool, donc ont intérêt à ce que ces produits soient le plus vendus possible. Et puis il y a d'autres acteurs qui sont repérés dans les acteurs de lobby, les agences de publicité, les médias, qui ont aussi intérêt à ce que par exemple la régulation du marketing et de la publicité soit la plus faible possible pour continuer à avoir dans leurs clients les marques d'alcool.
Voilà, donc les producteurs d'alcool, vas-y, tu peux continuer. Les SAPRO, comme je vous le disais, et puis donc les SAPRO, alors il y a vin et société, prévention, modération en France, et encore les distributeurs qui ont intérêt à ce que les restrictions à l'accès de l'alcool soient les plus faibles possibles. Alors, dans l'expertise, en fait, il y a eu trois focus sur les stratégies développées par les industriels de l'alcool. Le cadre général d'analyse, il y a eu des méta-analyses réalisées sur ces sujets, enfin des revues systématiques plutôt, pardon. Et puis, il y a eu également des travaux qui ont été menés sur comment l'industrie de l'alcool lutte contre les régulations du marketing et de la publicité. Donc là, je ne vais pas en parler ici. Et il y a aussi eu d'autres types de travaux qui ont montré comment l'industrie de l'alcool essayait de travailler ou de faire de la recherche ou de travailler avec des chercheurs pour influencer les décisions publiques. Alors concernant le cadre général des stratégies et arguments développés par la filière d'alcool dans la littérature, alors pour faire du lobby et pour faire en sorte, encore une fois, que les lois les plus embêtantes pour eux, régulation du marketing, prix minimum, limitation de l'accès aux produits, ne soient pas mises en place par les gouvernements, l'industrie se positionne comme des partenaires clés de la prévention en allant vraiment sur des axes très individuels et très spécifiques de la vie, c'est-à-dire il ne faut pas que les femmes enceintes consomment, etc. Et l'idée, c'est de dire, voilà, nous, on veut aider les gouvernements à mettre en place des politiques de prévention qui vont bien sûr aller dans leur sens, afin d'éviter surtout les mesures populationnelles et coût-efficaces dont les industriels ne veulent pas. Donc leur positionnement sociétal, c'est de dire que ce sont des acteurs économiques responsables qui ne veulent pas que leurs produits entraînent des drames humains et que dans ce contexte, ils veulent vraiment être partenaires parce qu'ils sont crédibles et responsables pour faire de la prévention. Alors dans les stratégies également observées dans le cadre du lobby, pour contrebalancer les messages négatifs sur les méfaits de l'alcool, il y a un rappel très fréquent et très récurrent, et on le rappelait ce matin avec le French Paradox, sur les bénéfices de l'alcool. Ce qui est également beaucoup diffusé, alors on disait ce matin qu'il n'y avait pas de consommation sans risque, donc le leitmotiv des industriels de l'alcool, c'est de dire il faut consommer de manière modérée, en sachant que nous on a fait pas mal de recherches là-dessus, par exemple, et la modération ça ne veut pas dire grand-chose et c'est pas vraiment bien compris par les gens, donc il faut éduquer à la modération. Là, il n'y a absolument aucune preuve scientifique que cette façon donc éduquer à consommer de manière modérée a un quelconque un effet sur la consommation, la réduction de la consommation d'alcool. Donc, je vous le disais tout à l'heure, lancer des préventions ciblées sur les publics à risque, les femmes enceintes, les jeunes. L'idée, c'est de dire, en gros, il y a des situations où il ne faut vraiment pas boire, les femmes enceintes, les jeunes qui conduisent, mais dans tous les autres cas, vous pouvez y aller. Voilà, vous pouvez vous boire, alors de manière modérée, mais vu qu'on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, voilà, ce sont le genre de message. Et puis, ce que je vous disais aussi, une hostilité très claire, ça a été trouvé dans la littérature, quel que soit le pays d'analyse, une hostilité très forte envers les mesures qui touchent l'ensemble de la population, les taxes, les régulations du marketing, etc. Alors, dans l'expertise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évidemment recensé la littérature et j'ai essayé de faire des liens avec ce qui se passe en France pour voir si finalement ce qui est recensé dans une littérature plutôt anglo-saxonne trouve aussi des échos sur ce qui se passe en France. Alors, dans le domaine partenaire clé de la prévention, on retrouve cette stratégie. Alors, vous vous souvenez peut-être des montants alloués à la publicité. Une partie du marketing, on était à peu près à 450 millions d'euros par exemple en 2016, le programme proposé par Prévention et Modération, qui est une structure financée par l'industrie de l'alcool, proposait 2 millions d'euros pour faire la prévention en France. Donc oui, le décalage entre la publicité et les sommes allouées à la prévention. Donc on peut se poser la question de la crédibilité de ces pseudo-programmes de prévention. Vas-y. Donc la consommation responsable, si on va sur les sites ou société ou autre, on retrouve ce message de la consommation responsable. Vas-y. Et l'éducation dès la primaire, dès les plus jeunes, dès l'âge les plus jeunes, où donc Vin et Société par exemple va produire des dispositifs d'éducation à comment on fait du vin, qu'est-ce que ça veut dire le vin, etc. Et puis
Lutter contre les mesures qui touchent l'ensemble de la population. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du petit logo dont il a été question tout à l'heure sur les femmes enceintes, donc logo qui apparaît sur les bouteilles aujourd'hui. Il était question de passer à 1 cm la taille de ce logo qui est pour l'instant pas très visible. Donc il y a eu une opposition très forte de certains acteurs de l'alcool pour s'opposer à cette augmentation de la taille de 1 cm de ce logo sur cette bouteille. Sur ces bouteilles. Voilà, donc je vais terminer avec ces outils de lobbying en présentant l'implication de la filière alcool dans la recherche scientifique. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été réalisées sur ce sujet. Alors ici, l'idée de s'impliquer dans la recherche scientifique, c'est d'être le plus crédible possible pour avoir des données qui peuvent éventuellement contrebalancer des données produites par des chercheurs indépendants qui montrent les méfaits de l'alcool. Donc il y a plusieurs façons de s'impliquer pour la filière alcool dans la recherche scientifique. Il y a d'abord la création d'instituts de recherche qui vont être financés par les producteurs d'alcool et donc tous les sujets ou les thématiques vont être choisis par ces producteurs. Financement de chaires, de chercheurs, réalisation aussi de recherche en interne en lien avec des sociétés d'études de marché. Et puis l'idée, bien sûr, le but de tout ça, c'est de diffuser ces informations qui vont être, dans l'idéal, labellisées comme scientifiques, dans des colloques, dans des rapports, dans des revues scientifiques, s'ils travaillent avec des chercheurs financés, ou sur des sites internet divers et variés. Alors, les motivations, donc les chercheurs qui ont travaillé sur cette thématique particulière du lien entre l'industrie de l'alcool et la filière et le monde scientifique, comme je vous le disais tout de suite, les motivations à s'immiscer dans le monde académique sont multiples. D'abord, publier des travaux pour peser sur les débats sociétaux. Donner du crédit aux résultats des recherches financées par l'alcool et qui vont être publiées par des chercheurs, collaborer avec le monde académique, ils sont quand même des leaders d'opinion, donc qui peuvent être médiatisés ou être plus crédibles auprès de certaines cibles, en particulier les politiques, et donc améliorer aussi l'image de l'industrie de l'alcool auprès de ces publics. Alors, dans l'ensemble de la littérature qui analyse les travaux produits et ou financés par l'industrie de l'alcool, on trouve qu'il y a très clairement des biais et des risques de dérive engendrés par l'implication de l'industrie de l'alcool dans ces recherches, à la fois au niveau des méthodes, à la fois au niveau des sujets choisis et à la fois au niveau de la diffusion, des supports de diffusion de ces recherches. Alors pareil, j'ai fait le parallèle avec ce qui émane de la littérature et ce qu'on peut trouver en France. Donc il y a très clairement également ce genre d'outils, de liens, de développement de liens entre l'industrie de l'alcool et les chercheurs, avec des créations de chaires, par exemple, avec une école de commerce, ou bien avec l'université de Bordeaux. Donc chaires financées par l'industrie de l'alcool, des études réalisées et pilotées par les industriels de l'alcool. Donc là, on peut trouver ces études sur le site de Vin et Société. Et puis, la mise en place d'un organisme de recherche qui n'existe plus à ce jour, mais très récemment encore, il existait, la FRA, la Fondation pour la recherche en alcoolologie, qui était totalement pilotée et financée par l'industrie de l'alcool. Voilà, donc en termes de... Oui. Non, vas-y. Je voulais te demander les recommandations que le groupe avait réussi à formuler. Oui. Alors, en termes de recommandations du groupe d'experts concernant le marketing et le lobbying, comme je le disais tout à l'heure et comme cela a été dit plusieurs fois, l'idée les recommandations, c'est de revenir à la version 1991 de la loi Evin, qui intégrerait du coup l'interdiction de faire de la publicité sur Internet, puisque à l'époque ce support n'existait pas. Étant donné la difficulté de contrôler et de mesurer, de contrôler la présence des messages pro-alcool sur Internet, eh bien ici, il est proposé tout simplement de l'interdire. Il y a déjà des pays qui l'ont fait. Étant donné que la loi Evin n'est pas toujours respectée, il est également recommandé de renforcer les contrôles sur ce respect de cette loi Evin afin qu'elle joue pleinement son rôle de protection des mineurs. Et au-delà de la publicité, de réfléchir également à des régulations sur le marketing des marques d'alcool. Il y a bien sûr la dimension prix évoquée tout à l'heure par Christian Ben-Lagdar. On avait vu dans une enquête pilotée par l'OFDT que la forme de publicité auquel les mineurs français étaient le plus soumis, c'était vraiment la publicité dans les magasins, qui se traduit souvent par des promotions prix avec des affiches très conséquentes et très alléchantes. Donc réfléchir à une régulation de ces promotions prix, et sur Internet également pour les marques d'alcool avec de nombreux bons cadeaux, bons de réduction proposés aux internautes.
Concernant le lobbying, alors dans la loi E20 de 1991, il y avait un volet régulation publicitaire, mais aussi il était proposé de financer la recherche et les actions de prévention en France, à l'instar de ce qui se fait aujourd'hui sur le tabac, en taxant à hauteur de 10% les dépenses publicitaires des industriels de l'alcool. C'est une mesure qui avait été vraiment portée, mais qui n'a pas pu être mise en place pour des raisons de lobby. Exiger plus de transparence des actions de lobbying menées par la filière alcool, les producteurs, mais aussi les représentants et les autres acteurs identifiés dans la littérature. Exiger la transparence des financements par la filière alcool pour tous les programmes de recherche et les enseignements des écoles et des universités, des actions de prévention des ONG ou autres acteurs. Parce que ces infos ne sont pas toujours diffusées sur les sources de financement des recherches publiées. Et diffuser des informations également pour informer les citoyens, les acteurs de la santé sur le lobbying mené par les producteurs d'alcool. Et comme je vous le disais, sur les sujets à la fois du marketing et à la fois du lobbying, il y a malheureusement très peu de recherches menées en dehors des pays anglo-saxons. Donc étant donné que chaque pays a sa spécificité, c'est important de mener plus de recherches sur ces sujets en France. Alors, merci beaucoup, Karine. On va avoir le temps pour quelques questions. Et surtout, on a à la fin de la journée la Mildeka et la Direction générale de la santé qui vont venir. Et j'espère qu'ils vont pouvoir prendre en compte le maximum de nos recommandations. Ça serait bien. Alors, on a des questions là qui sont arrivées. Je vais vous les passer. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui interdisent complètement la publicité pour l'alcool sur Internet ? Il y a un pays qui interdit, je dirais même, la publicité tout court, sauf dans les revues professionnelles, c'est la Lituanie. C'est récent, c'est 2018. Donc eux, ils sont passés une interdiction totale de la publicité pour les marques d'alcool, donc sauf dans les revues professionnelles. Et alors sur Internet, il y a un pays qui est assez précurseur en la matière, c'est par exemple la Finlande, qui interdit. Alors je vous ai parlé de l'engagement, là, les messages qui suscitent l'interaction de la part de l'industrie de l'alcool et des influenceurs. Ça aussi, c'est interdit en Finlande, par exemple. Ça, c'est une loi qui date de 2015. J'imagine qu'on n'a pas encore des résultats de l'impact de ces mesures. Si. Il y a alors sur la Finlande, non, la Lituanie non, ça c'est sûr. En revanche, sur la Finlande, il y a quelques évaluations qui sont tombées, qui montrent qu'il y a moins de messages, donc suscitant l'engagement en comparaison avec d'autres pays du nord de l'Europe. En revanche, en termes d'impact sur les comportements, les attitudes ou autres, à ma connaissance, il n'y a pas de recherche là-dessus pour le moment publiée ou d'évaluation. Alors, il y a une autre question sur les liens entre l'alcool et le sport. Et quid des bouteilles de champagne obligatoires pour fêter les événements sportifs sur les podiums ? Est-ce que ça a diminué ? Est-ce qu'il y a des études là-dessus ? Ou je ne sais pas quel impact ça peut avoir ? Alors, diminuer, je ne sais pas, je n'ai pas de chiffres précis, mais ce qui est clair, c'est que l'industrie de l'alcool, dans les outils, j'en ai pas parlé là, mais dans les outils publicitaires, essaye de s'associer clairement au sport, ce qui est un non-sens, parce qu'en fait, derrière cette association, là, il y a l'idée qu'en buvant de l'alcool, on reste aussi performant au niveau du sport, ce qui est bien sûr totalement faux. Donc il y a beaucoup de sponsoring réalisé. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en France, c'est interdit, le sponsoring sportif pour les marques d'alcool. Mais là, sur ce point, il est très difficile de faire respecter la loi, malheureusement. Et alors, pour être un peu plus discret, on va dire, dans la façon dont l'alcool s'associe à des événements sportifs, bien, il crée par exemple des marques alibi. Quand il y a eu la Coupe d'Europe de foot en 2016, la marque Carlsberg a inventé la marque Probably, qui reprenait son slogan et qui avait exactement les mêmes couleurs que la marque et les mêmes designs, pour être affiché partout. Et donc, ne pas être plus discret par rapport à la loi E20. Mais évidemment, si on passe ce logo à des individus lambda, on reconnaît tout de suite derrière la marque Carlsberg. Mais oui, c'est toujours pareil. C'est plus l'association entre la marque et l'événement va être positif. Ça, on parlait pour le sport, mais il y a aussi tous les événements culturels, les vieilles charrues, tous les festivals de rock, etc. Il y a du sponsoring et du mécénat de marque, et donc le sponsoring est vraiment interdit, mais très difficile de réguler et de faire respecter cette loi E20. Alors, d'autres questions peut-être, Louise. Est-ce que les maires ont le droit d'user de leur pouvoir écrin ? Quel pouvoir ils ont pour pouvoir réguler la publicité pour les produits alcoolisés dans leur espace public ? Est-ce que tu sais ça ? Est-ce qu'eux ont le droit de faire ça ? Alors
en France, à ce jour, je ne crois pas. Après, ça fait partie des questions, effectivement, dans la littérature, notamment avec ce qui s'est fait dans certains pays, et je pense particulièrement à l'Écosse, la question effectivement, de localiser un certain nombre de régulations, et notamment d'associer le plus d'acteurs possible dans ces régulations-là, y compris à l'échelle des quartiers avec les habitants. Et voilà. Et alors, c'est une question, peut-être vous allez répondre toutes les deux rapidement, parce que je crois que c'est un peu long, mais juste, il y a un internaute qui nous demande de préciser un petit peu le cadre de la loi E20 et quels sont les comportements actuels qu'il y a eu. Est-ce que vous pouvez... De la part de qui Alors, tous les comportements, comment les alcooliers ont réussi un petit peu à la contourner. C'est comme ça que je comprends la question. Oui. Mais... Alors, la loi E20, il y a, en tout cas sur la dimension publicité, marketing, alcool, il y a 3 volets. Le premier, c'est la régulation des médias. Donc, il y a une liste de médias autorisés. Et dès lors que les médias ne sont pas dans la liste, par exemple la publicité au cinéma, la publicité pour les marques d'alcool ne sont pas autorisées sur ces médias. Il y a une deuxième dimension qui concerne le contenu des publicités. Donc, il est interdit d'associer les marques d'alcool à des contenus positifs, qui ne représentent pas des informations objectives sur la qualité du produit, le goût, etc. C'est la raison pour laquelle le sponsoring est interdit dans le cadre de la loi E20. Et le troisième volet de la loi E20 sur ces aspects publicités, c'est qu'il est obligatoire d'ajouter un avertissement sanitaire, l'abus d'alcool est dangereux, sur toutes les publicités qui sont donc autorisées en France. Alors, à noter une remarque aussi sur ce point, donc l'avertissement obligatoire, c'est l'abus d'alcool est dangereux. Et pour quand même contrebalancer cette injonction négative, donc l'industrie de l'alcool a rajouté tout de suite une injonction positive à consommer avec modération. On retrouve le fameux avec modération et consommation responsable. Donc ça, c'est une spécificité de rajouter par l'industrie de l'alcool. Alors du coup, comment l'industrie de l'alcool fait ? Du coup, en rajoutant des messages, là, comme je vous le disais, puisque la loi ne précisait pas strictement on ne pouvait pas rajouter un message en plus de celui qui était apposé sur les pubs. Et puis il y a eu, alors on a fait une étude qui va être publiée là justement dans une revue bientôt. On a fait, il y a eu vraiment du lobbying depuis 1991 de la part de l'industrie de l'alcool et des différents acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ébrécher, pour vraiment affaiblir cette loi E20 au fur et à mesure du temps. Par exemple, en 91, il était seulement possible de faire de la publicité par l'affichage dans les zones de production d'alcool. En 94, cette restriction a été complètement levée face à un lobbying très fort. Donc, il est aujourd'hui possible de faire de l'affichage partout. En 2009, la loi Bachelot, de la même façon, l'industrie de l'alcool a fait un lobbying très fort pour réintroduire l'Internet dans la liste des supports autorisés. Et concernant le contenu, il y a eu aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, on n'a pas forcément le temps, mais il y a eu aussi 2 actions de lobbying qui ont été menées, une en 2005 et une en 2016, qui se sont traduites par une évolution des décrets, une évolution de la législation sur la loi E20. Donc en fait, la loi E20 a subi 4 modifications qui ont véritablement affaibli son impact. Et ce qui est vraiment intéressant quand on regarde un peu les médias ou autres internationaux par rapport à des pays qui se posent la question d'adopter la loi E20, l'industrie de l'alcool va utiliser des arguments contre la loi E20 en disant qu'aujourd'hui elle n'est pas efficace, etc. Alors même que ce sont eux qui ont vraiment affaibli l'impact de cette loi et qui ne la respectent pas. Alors on va prendre je vais vous poser une dernière question. J'aurais malheureusement pas eu le temps de prendre toutes les questions. Une question piège un peu, qui est, on parle du lobby des alcooliers, mais où est le lobby des chercheurs ? Comment on peut répondre à cette question ? On voit bien l'idée qu'il y a derrière, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un lobby est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait un lobby des chercheurs pour je sais pas, j'imagine, pour critiquer les alcooliers ? Alors, lobby des chercheurs, oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, il y a très peu de chercheurs qui travaillent sur ces questions en France, donc là... Alors là, je confirme, parce que c'est vrai que je ne sais pas si... Parce que je confirme que pour construire cette expertise, je vous ai dit au tout début qu'une des phases très importantes des expertises collectives, c'était la constitution de ce groupe d'experts. Et je peux vous dire que pour trouver des experts qui n'avaient aucun lien avec les alcooliers,
Eh ben, ça n'a pas été facile pour nous, parce que d'abord, il y a très peu de chercheurs qui travaillent sur ce domaine, donc je ne sais pas si on peut parler de lobby, et ensuite, il y en a quand même pas mal qui sont affiliés de près ou de loin, mais en tout cas, avec les alcooliers. Tu veux rajouter quelque chose ? La définition de base du lobbying, c'est l'idée d'influencer les décisions publiques. Donc peut-être que voilà, cette expertise constitue l'embryon de ce lobbying, mais voilà, on leur arrive pas encore à la cheville. Mais la suite, notamment en termes de moyens, enfin je veux dire voilà, les moyens, voilà, on aimerait bien avoir des moyens équivalents pour justement être plus nombreux à travailler sur ces questions-là. Oui, les budgets alloués à la recherche sur l'alcool, que ce soit en sciences sociales ou autres, c'est vraiment très très limité. Donc même si on voulait mener un lobbying, ce serait compliqué à cause de ça. Et c'est vrai pour les associations aussi, hein, qui elles développent clairement un lobbying. Il y en a très peu déjà qui sont expertes pour ça. Et puis les budgets associés sont très faibles. Bon, désolé pour les quelques questions qu'il y avait que j'ai pas pu prendre. En tout cas, merci à vous pour cette session. On va faire une pause déjeuner sobre et on se retrouve à 14h pour la suite. Merci beaucoup, à tout à l'heure et bon appétit.